Vous êtes bien sur Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Saviez-vous qu'il y a un peu moins de 60 ans, les femmes n'étaient pas autorisées à courir en compétition la distance mythique du marathon ? Eh bien aujourd'hui, tout cela est devenu possible grâce à une femme, Catherine Switzer, et c'est son histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Catherine naît le 5 janvier 1947 à Hamburg, en Allemagne, d'une mère éducatrice et d'un père colonel dans l'armée américaine. Durant son enfance, la famille déménage aux États-Unis. Elle grandit en grimpant aux cordes et aux arbres, en jouant à la guerre avec les garçons du quartier et en les distançant presque tous. Elle s'amuse à sauter de leur toit pour montrer que, elle aussi, elle peut être parachutiste. Déjà jeune, elle a cette envie de montrer que les filles, les femmes, peuvent faire la même chose que les garçons. Elle est la première fille choisie à l'école lorsqu'il faut créer des équipes en sport. Bref, elle aime déjà le fait de bouger, de faire du sport. Et en même temps, à côté de ça, elle aime tout autant jouer aux poupées avec ses copines et puis porter des robes à froufrou. Elle a déjà cette envie d'être cette fille à la fois féminine et forte, déterminée et rêveuse. En rentrant au collège, Catherine souhaite devenir pom-pom girl. Mais son père n'est pas trop de cet avis. Il ne veut pas qu'elle soit là pour encourager les autres, mais c'est les gens qui devraient l'encourager, elle. Il lui dit que la vie n'est pas faite pour être spectateur, mais pour participer. Il lui propose ainsi de faire du hockey sur gazon. Catherine ne pense pas être à la hauteur pour ce sport, et donc son père lui propose de courir 1 mile par jour, soit 1,6 km, pour être au top de sa forme et pouvoir intégrer l'équipe à l'automne. Ainsi, à la rentrée, elle intègre de manière un peu nerveuse l'équipe de hockey sur gazon. Finalement, grâce à sa préparation physique de l'été, elle apprend très vite et même plus vite que les autres. Mais elle finit par se lasser car elle sent que son truc, c'est pas le hockey sur gazon, mais c'est tout simplement de courir. Lorsqu'elle rentre à l'université, elle est attirée par le cross-country. On lui propose de rejoindre une équipe de garçons en lui demandant si elle savait courir 1 mile, car il manque une personne pour compléter l'équipe. Les équipes féminines n'existant pas du tout à cette époque. Un jour, un employé de bureau de l'université est venu assister à un entraînement d'athlétisme et a pris quelques photos de Catherine pour les donner aux journaux locaux, dans le but de faire de la pub pour les rencontres à venir. C'est la grande nouvelle locale. Une fille va courir dans l'équipe masculine et elle va courir 1 mile. Puis, cette nouvelle a commencé à faire du bruit à la fac. Certains trouvent ça super, d'autres trouvent ça dangereux et que ça risque de la transformer en homme ou même pire, en lesbienne. Des garçons lui ont même fait des avances et pensent qu'elle a forcément des relations sexuelles avec les garçons de l'équipe, sinon qu'est-ce qu'elle ferait là à courir avec eux en short ? Le jour de la rencontre, une foule énorme est présente. Les gradins sont pleins à craquer. Beaucoup de caméras sont là également, le long de la piste. Elle finit dernière, mais elle finit et c'est le plus important pour choper les points pour l'équipe. Les gens la voyaient soudain plus comme une fille qui trottine, mais comme une fille qui peut courir. Elle n'avait à ce moment-là aucune idée qu'elle était en train d'écrire l'histoire. Quelques mois plus tard, Catherine fait la connaissance de Arnie. Et cette rencontre va changer le cours de son histoire. Arnie est coach et a déjà fini 10e du marathon de Boston, sachant qu'il l'a déjà couru une 15aine de fois. Il lui raconte souvent différentes histoires autour du marathon de Boston lorsqu'ils vont courir ensemble. Et à force d'entendre toutes ces histoires, Catherine en a eu marre et lui a fait part de son envie de courir, elle aussi, le marathon de Boston. Oui, mais voilà, Arnie, lui, n'est pas trop de cet avis. Une femme, pour lui, ne peut pas courir un marathon, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop dur. Elle contre-argumente en lui expliquant qu'une certaine Roberta Bingay l'a couru l'année dernière, en 3h20, même si elle n'était pas officiellement inscrite. Et du coup, ça met un froid entre Arnie et Catherine. Et puis Arnie lui dit « Écoute, si tu me prouves à l'entraînement que tu es capable de courir un marathon, alors je serai la première personne à t'emmener sur le marathon de Boston. » Et c'est comme ça que Catherine accepte le deal. Tous les deux, ils mettent en place un plan d'action pour réussir à courir le marathon de Boston. C'est très simple,
continuer de faire ce qu'ils font tous les jours, c'est-à-dire à peu près 6 à 10 miles par jour, soit environ 10 à 16 km, et le samedi ou bien le dimanche, une sortie longue qui sera allongée de 2 miles chaque week-end. Ce projet du marathon de Boston reste seulement entre Arnie et Catherine. Catherine ne veut pas que ça se sache, pour ne pas se mettre la pression si au final elle échoue, et puis aussi pour qu'on n'en attende pas davantage d'elle. Un mois avant la course, c'est la sortie test. Arnie et Catherine s'élancent sur un marathon à l'entraînement, et c'est une réussite. Elle n'avait jamais connu une telle joie. Arnie la regarde et lui dit « C'est bon, tu peux courir le marathon de Boston. » Yes! L'heure de s'inscrire au marathon approche. Elle n'est pas très enchantée à l'idée de s'inscrire, elle pensait le faire sans inscription, mais tout de même en même temps que les autres participants. Le règlement ne stipule pas d'interdiction aux femmes de participer, même si l'Amateur Athletic Union ne recommande pas du tout les longues distances aux femmes, au risque que leur utérus tombe. Le formulaire d'inscription est lui aussi neutre. Mais elle sait que c'est parce que personne ne pouvait s'imaginer qu'une fille puisse vouloir courir. Les femmes ne sont tout simplement pas intéressées et elles ont peur, elles croient aux mythes selon lesquels la course à pied sur des longues distances les déféminiserait. Elle finit donc par s'inscrire en mentionnant juste ses initiales, KV, Switzer, comme nom. Elle passe un contrôle médical sans problème, c'est bon. Elle va pouvoir courir à Boston. Le jour J approche. Le marathon a lieu le mercredi 19 avril 1967. Elle avertit son entourage seulement la veille qu'elle va courir le marathon de Boston. Ce marathon est l'une des plus anciennes courses américaines et également la plus connue. Et Catherine va faire partie de l'histoire. C'est le jour J. Catherine est excitée à l'idée de courir ce marathon. La météo n'est pas très clémente, mais c'est pas grave. Ça fait des mois qu'elle s'entraîne avec une météo similaire. Elle finit de se préparer, termine de mettre de la vaseline sur ses pieds. Ils n'ont pas trop eu le temps de bien récupérer depuis leur marathon à l'entraînement. Elle espère donc que la vaseline fera l'affaire le plus longtemps possible. Ils arrivent tous les deux sur place. Arnie récupère une enveloppe avec leur dossard. Et elle porte le numéro 261. Elle commence à s'échauffer parmi tous ces hommes, un peu surpris de voir une femme parmi eux, mais ils sont tous bienveillants avec elle. Et c'est parti, la course commence. Les premiers miles se passent bien et l'ambiance est festive. Elle se sent bien et savoure ce moment, tout en sachant qu'il y aura forcément un moment où cela deviendra difficile. Et puis soudain, elle entend le bruit de chaussures qui n'émet pas le même bruit que les chaussures de course. Instinctivement, elle tourne la tête. Elle n'a même pas le temps de réagir qu'un homme lui saisit l'épaule et lui crie de foutre le camp de sa course et de lui rendre le dossard. Elle le repousse tant bien que mal. Arnie lui demande de la laisser tranquille et qu'elle s'est entraînée pour ça. Son petit ami, Tom, qui courait également avec elle, repousse fortement le directeur de course. Les journalistes se ruent sur cette scène, commencent à la prendre en photo et à lui poser des questions. Catherine est un peu perturbée par tout ça, mais elle ne veut surtout pas abandonner. Elle sait que si elle abandonne, c'est le sport féminin qui en sera impacté et qui restera au même stade qu'avant. Les kilomètres défilent relativement vite, même si elle a du mal à ralentir le rythme, ses pensées ne tournent qu'autour des derniers événements. Malgré tous ces obstacles, elle finit par aller au bout de ce mythique marathon de Boston. À l'arrivée, c'est la joie, le bonheur d'avoir réussi. Après ça, ils se retrouvent entre amis pour manger et savourer cette réussite. Et lorsqu'ils reprennent la route pour rentrer, ils s'arrêtent dans une petite station et les yeux de Catherine se posent sur le journal qu'un homme tient entre les mains. Elle lui demande gentiment si elle peut y jeter un coup d'œil et c'est là qu'elle s'aperçoit que leur photo recouvre la couverture du journal. Puis, en tournant les pages, les titres s'enchaînent. On voit une fille courir, une fille se fait attaquer, un directeur de course en colère. Et l'homme comprend qu'il s'agit de la femme qu'il a en face de lui et lui propose de garder le journal. Elle sent bien qu'au fond d'elle, il y a un avant et un après cette course. Elle rentre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle vie. Les jours qui suivent, lorsqu'elle retourne en cours, pour rappel, elle n'a que 20 ans, tout le monde ne parle que de son exploit. 2 jours après Boston, elle reçoit une lettre de l'Athletic Amateur Union pour lui expliquer qu'elle était expulsée du marathon pour les raisons suivantes. Premièrement, elle avait couru une distance de plus d'1,5 mile, ce qui était la plus longue distance autorisée pour les femmes. Deuxièmement, elle s'était inscrite frauduleusement à la course en signant ses initiales sur le formulaire d'inscription.
Et troisièmement, elle a couru le marathon avec des hommes. Et le meilleur pour la fin, elle a couru le marathon sans chaperon. Certains hommes se sont inscrits avec leurs initiales et ça n'a posé aucun problème. Dans le formulaire d'inscription ou bien dans le règlement, il n'est à aucun moment précisé que c'était une course uniquement pour les hommes. Et la règle du miles et demi a été prise de la distance maximale que font les femmes en cross-country, ce qui signifie que faire plus que cette distance n'est autre que dangereux pour elles. Bref, dans tous les cas, aucune logique. Après le marathon de Boston, elle réduit la course à pied, se consacre un peu plus à sa vie avec son copain, elle se marie. Elle reste tout de même attentive aux marathons qui ont lieu et à l'évolution du running chez les femmes. Elle travaille comme chargée de relations avec la communauté et la rédactrice en chef du bulletin d'information de l'entreprise pharmaceutique Bristol Laboratories. Elle est l'une des rares salariées de son bureau et on lui propose d'être l'une des premières femmes admises au Syracuse Press Club. Sans vraiment le vouloir, Catherine est en train de devenir une défenseuse des droits des femmes. Elle passe souvent à la télévision et dans les journaux. En 1971, Catherine décide de retourner courir le marathon de Boston. Cette fois, elle n'est pas la seule. Avec 2 autres femmes, elles participent toutes les 3 de manière non officielle. Entre-temps, l'organisation a bien pris le temps de préciser que ce n'était accessible seulement pour les hommes. L'objectif, du coup, est ainsi de courir du mieux possible, d'obtenir des records personnels, mais surtout de soutenir la féminisation du marathon. Elles veulent montrer au monde qu'elles méritent d'être des participantes officielles au marathon. La presse est toujours présente, toujours là pour capturer la moindre défaillance ou détresse et les dramatiser à l'excès. Un homme en détresse est une figure héroïque, alors qu'une femme en détresse est une preuve supplémentaire que nous sommes fragiles et inadaptées au marathon. Catherine finit le marathon en 3h28. Les 2 autres femmes, Sarah et Nina, l'ont respectivement fini en 3h08 et 3h09. Grâce à leur acharnement, les médias ont adoré et ont suivi leur course. Les filles sentent que c'est le début de l'ère compétitive de la course à pied féminine. La pression croissante exercée sur les autorités pour qu'elles autorisent les femmes à courir légalement des marathons devrait enfin déboucher sur quelque chose. Leurs règles paraissent ridicules une fois que le mythe de la fragilité des femmes ne puisse plus servir d'excuse. Catherine décide de reprendre des études pour passer un master en communication pour obtenir un meilleur travail et pour pouvoir rédiger des communiqués de presse pour aider à la féminisation du running et également aider à l'organisation de courses à Syracuse. Elle a également en tête de se rendre à Munich pour les Jeux Olympiques 1972 pour découvrir comment tout cet univers des JO fonctionne et de pouvoir essayer de faire en sorte par la suite que l'épreuve marathon soit également accessible aux femmes. Finalement, après encore 1 an de bataille, l'Athletic Amateur Union a donné l'autorisation aux femmes de courir si elles ont une ligne de départ séparée et si elles ne courent pas contre les hommes. Par contre, pour pouvoir accéder au marathon de Boston, il faut se qualifier en moins de 3h30. Mais tout cela déjà est une énorme victoire. Cette acceptation marque pour la première fois dans l'histoire que les femmes reçoivent la permission de participer à ce qui était auparavant un événement sportif réservé aux hommes. Aujourd'hui, en 2025, à l'heure des sports hyper extrêmes, en ultra, en triathlon et encore j'en passe, il est hyper important de se rappeler qu'en 1972, le marathon était considéré comme l'épreuve sportive la plus difficile. Le fait d'autoriser les femmes à participer aux côtés des hommes a fait éclater des milliers d'années d'idées préconçues sur la faiblesse des femmes. Et si les femmes peuvent courir un marathon, elles peuvent tout faire dans leur vie. Mais revenons dans les années 70. Un jour, alors qu'elle était de passage à New York, sur un coup de tête, elle décide d'entrer dans les bureaux du New York Daily News et elle se présente au rédacteur en chef des sports. Elle lui propose de l'engager comme pigiste pour les Jeux Olympiques de Munich. Dans tous les cas, elle irait à Munich. Tout ce que le rédacteur avait à faire, c'était de la payer pour les articles qu'elle publierait. Elle venait également d'obtenir son master en communication, donc le rédacteur en chef a ainsi accepté sa proposition. Et c'est le début de sa carrière de journaliste sportif. Elle part donc en Europe pour poser ses valises à Munich dans un appartement tout proche du village et du stade olympique.
Elle couvre quelques épreuves, notamment le 1500 mètres femmes, la plus longue distance accessible aux femmes aux Jeux Olympiques à cette époque. Et donc, elle se dit, mais comment ce serait donc possible d'intégrer l'épreuve du marathon chez les femmes si, à ce moment-là, la plus longue distance n'est que de 1500 mètres? Elle cherche en vain une solution pour que ce marathon ait un jour lieu. Après les Jeux Olympiques, elle continue de voyager à travers l'Europe. Elle est invitée à de nombreuses courses où elle est très souvent la première femme à courir sur ces courses. En rentrant de son périple européen, elle prend la décision de divorcer. Ça fait des années que la communication ne passe plus avec son conjoint. Elle se rend compte qu'après avoir couru un marathon, qui jusque-là était la chose la plus difficile qu'elle n'ait jamais faite, tout paraît plus facile à côté de ça. Elle se rend compte ô combien courir un marathon l'a aidée à s'émanciper et à prendre davantage son indépendance. En 1973, elle décide de recourir le marathon de Boston. Elle bat son record, elle le finit en 3h20 et 30 secondes et finit à la 4e place chez les femmes. Ce qui lui donne envie d'aller chercher un jour la fameuse barre des 3 heures. Elle retourne en Europe grâce à des invitations sur des courses, notamment en Europe de l'Est, dans un contexte à ce moment-là de guerre froide. Et elle y découvre des régions assez tristes et moroses, et c'était une raison de plus pour elle d'aider ces personnes qui faisaient de leur mieux pour promouvoir la course à pied. Les femmes de cette région avaient besoin d'un modèle inspirant plus que n'importe où ailleurs. En rentrant, après plusieurs entretiens, elle reçoit une offre d'un grand regroupement d'équipements sportifs qui recherche un généraliste capable de rédiger des communiqués de presse et des articles, ainsi que d'organiser des événements. De l'autre côté du pays, une autre entreprise, également en quête de reconnaissance, vient d'adopter la marque Nike. C'est le début d'une nouvelle ère. Elle voit naître quelque temps plus tard la Fondation du sport féminin, fondée par Billie Jean King, une tenniswoman qui fera d'ailleurs l'objet d'un prochain épisode de podcast. Et cette fondation du sport féminin jouera un rôle crucial dans la carrière de Catherine. Début février de l'année suivante, le premier championnat américain de marathon féminin de l'Athletic Amateur Union s'est tenu à San Mateo en Californie. Et cette course constitue un énorme pas en avant dans la création d'un statut de championnat ou de championne pour les femmes dans le marathon. En avril, Catherine court de nouveau le marathon de Boston et cette fois-ci, elle le termine en 3h01 et 39 secondes. La barre des 3 heures est si proche. Elle finit à la 5e place, à moins de 15 minutes de la première fan, qui elle finit en 2h47. 4 femmes durant cette course sont sous la barre des 3 heures. Et elle espère que ces exploits de ces femmes réussiront à convaincre le CIO que les femmes méritent elles aussi une épreuve de marathon aux Jeux Olympiques. La même année, elle court le marathon de New York. Son objectif est clair, passer enfin sous la barre des 3 heures. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Elle finit le marathon de New York dans des conditions météorologiques compliquées. Le beau temps se transforme en gros orages et en grosses pluies. En 1975, elle ne perd toujours pas son objectif de vue. Elle retourne donc à Boston et après des mois de préparation, c'est le jour J. Tous les feux sont au vert, le beau temps est là, il fait frais, elle porte le numéro 7 et c'est son 7e marathon de Boston. Coïncidence? Aujourd'hui, c'est probablement enfin son jour. Elle finit ce marathon à la 2e place et en 2h51. Avec ce chrono, c'est le 6e meilleur temps mondial et la 3e meilleure performance féminine des États-Unis. Dans un coin de sa tête, elle a toujours à cœur de faire évoluer le running féminin et notamment le marathon. En quête de faire en sorte que les femmes aient elles aussi leur marathon aux Jeux Olympiques, elle a l'idée de créer sa propre course, son propre événement et je dirais même son propre circuit de running féminin. Voilà son idée. Proposer une série de courses dans tout le pays, donc dans tous les États-Unis, et qui pourrait s'étendre à d'autres pays.
Ce serait une série de courses uniquement réservées aux femmes, accueillant tous les niveaux, avec toilettes propres, avec des tampons, une atmosphère festive qui inclurait des bannières colorées, des tentes, de la musique rock, une annonce de chaque personne franchissant la ligne d'arrivée qui soit annoncée, ou du moins le plus possible, ainsi qu'une belle fête à la fin de l'événement, de la bonne nourriture pour profiter d'une cérémonie de remise des prix. L'idée est de faire que chaque course soit une compétition athlétique où l'Athletic Amateur Union ou bien encore le CIO n'aurait rien à redire. Elle veut pouvoir montrer les capacités des femmes sur toutes les distances. Le marathon inclurait également les meilleurs du monde et pour Catherine, il est important d'avoir des épreuves réservées aux femmes. Cela peut sembler un peu contradictoire venant d'elle, étant donné qu'elle a essayé de briser la barrière entre les deux sexes, mais elle savait que le CIO et l'opinion publique supposaient que les femmes ne pouvaient pas faire des choses difficiles sans l'aide d'un homme et qu'ils diraient que les femmes, dans les courses mixtes, étaient rythmées grâce aux hommes. Et c'est également formidable pour une femme d'être la gagnante de la course et pas seulement la première femme de la course. Ensuite, elle souhaite proposer que chaque course soit précédée d'une série de stages de 10 semaines avec des entraîneurs experts. Il est inutile pour elle de créer une course pour des femmes qui n'ont pas encore commencé à courir ou qui n'ont pas de quoi progresser à un niveau supérieur sans leur donner des encouragements et des outils pour apprendre. Il fallait en même temps encourager les coureuses compétitives et pour ça, elle a pensé à un système permettant aux 15 meilleures coureuses d'accumuler des points en vue d'un championnat. Et la gagnante de chaque course étant automatiquement qualifiée pour le championnat national ou, dans certains cas, pour le championnat international. En gros, le message était le suivant. Tout le monde ne peut pas gagner une course, mais beaucoup peuvent travailler dur et gagner des places. Parfois, il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour acquérir la confiance nécessaire pour gagner ou se classer. Maintenant que l'idée est claire et précise pour Catherine, il fallait convaincre une entreprise de mettre en place ce projet. Et ce sera clairement pas une mince affaire. Mais ce sera finalement la société Avon Products, une société de produits de beauté et d'articles ménagers qui sponsorise et organise ce circuit. Le CIO exige la participation d'un minimum de 25 pays aux compétitions internationales afin d'accepter de nouvelles épreuves dans le calendrier olympique. Et donc Catherine s'investit énormément pour que tout cela soit une énorme réussite. Elle est présente sur chaque course, donc à Atlanta en 1978, à Waldnil en Allemagne en 1979, à Londres en 1980, à Ottawa en 1981, à San Francisco en 1982, à Los Angeles en 1983 et à Paris en 1984. Tous ces efforts auront enfin porté leurs fruits, puisqu'en février 1981, le CIO vote en faveur de l'inscription du marathon féminin aux Jeux Olympiques de 1984. Après toutes ces années de travail et d'acharnement pour en arriver là, c'est une énorme victoire pour Catherine. Et c'est pas tout. Qui dit marathon olympique dit également retransmission à la télé et donc des journalistes pour le commenter. Et qui de mieux que Catherine pour commenter ce marathon puisqu'elle a les connaissances nécessaires dans ce milieu. Et c'est donc comme ça qu'elle se retrouve le 5 août 1984 dans les studios d'ABC TV à Los Angeles à retransmettre la course qu'elle a rêvé de voir depuis des années. À ce moment-là, c'est 2,2 milliards de téléspectateurs et également 90 000 spectateurs qui peuvent enfin se rendre réellement compte qu'une femme, oui, peut courir un marathon avec courage, force et rapidité. Ces femmes montrent au monde entier que les capacités héroïques des femmes sont illimitées. Et c'est l'américaine Joanne Benoit qui finit ce premier marathon olympique en 2h24 et 52 secondes. Elle sera à jamais la première. Aujourd'hui, Catherine continue de courir des marathons et d'inspirer de nombreuses femmes.
En 2017, à 70 ans, elle court de nouveau le marathon de Boston avec le même dossard qu'en 1967, soit le dossard numéro 261, devenu aujourd'hui un symbole de courage et de détermination. Aux États-Unis, elles sont d'ailleurs plus nombreuses que les hommes aujourd'hui à pratiquer la course à pied. En 2018, une étude de la Fédération sportive internationale d'athlétisme a révélé que les femmes représentaient 50,23% des coureurs dans les courses sur route. Ces données ont été basées sur plus de 107 millions de résultats de courses entre 1986 et 2019, couvrant plus de 70 000 courses principalement en Europe et en Amérique du Nord. Sur la distance marathon, il y a également eu une augmentation significative de participation des femmes, même si elle reste encore aujourd'hui inférieure à celle des hommes. Par exemple, au marathon de New York 2024, sur 55 646 finishers, 24 731 étaient des femmes, soit environ 44,5%. Ou encore au marathon de Berlin en 2024, parmi les coureurs américains, la répartition homme-femme était équilibrée, mais tandis que pour les autres nationalités, elle était environ 66% d'hommes et 34% de femmes. Comme vous l'aurez compris, Katrin Switzer a joué un rôle déterminant dans l'histoire du sport féminin et reste aujourd'hui une figure inspirante dans la lutte pour l'égalité des sexes. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à me faire des retours, ça me ferait hyper plaisir.